Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission à racaille qui vous cause dans le poste tout de suite, et à l'instant, sans attendre, de la partie artistique de cette émission. C'est la plus grosse partie, enfin bon, je ne vais pas vous faire l'article, qui sera consacré à une exposition de Teresa Lockman, vous savez, cette graveuse tchèque, qui a osé, la pisseuse, c'est le titre de cette expo, à la galerie Vagabonde, Kaléidoscope, où nous sommes rendus, voilà, que nous sommes allés visiter, et nous n'avons pas été déçus par le voyage. Voilà, donc c'était Hors-champ, l'exposition exactement, c'est Hors-champ ou les pensées d'une pisseuse. Voilà, alors Teresa Lockman est une jeune femme, elle est tchèque, elle a été formée, je crois qu'elle est née en 1990, oui, ça, elle a été formée à l'école supérieure des arts appliqués à Prague et aux Beaux-Arts de Paris. Donc là, on avait déjà eu l'occasion de voir son travail donc, chez Marie Degnaud à la galerie Kaléidoscope. Là, c'est une nouvelle exposition, donc Hors-champ ou les pensées d'une pisseuse, et qui va être déclinée. En fait, c'est une exposition qu'elle a mis 9 mois à concevoir et à réaliser, donc qui se décline un peu, le catalogue se décline un peu comme tout un travail, effectivement, comme toute une grossesse, un peu en 3 parties. Il y a toute la partie de gestation, de réflexion, comment elle va concevoir son exposition. Il y a la salle de travail où elle travaille le bois, et la délivrance, c'est le résultat justement de tout ce travail préalable, quoi. Donc voilà comment s'exprime Teresa Lockman par rapport à cette exposition, à ce travail, plutôt à toute cette réflexion sur la pisseuse. Je veux faire le portrait d'une fille accroupie au bord de la route, à côté d'un champ, une pisseuse. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai très envie de le faire. Il y a longtemps, cette idée m'est venue, saugrenue, tenace. Presque 9 mois se sont écoulés entre le moment où nous prenions avec O, un de ses amis, des photos dans un champ, moi-même modèle malgré moi, à qui d'autre oserais-je demander de poser en tant que pisseuse, et le moment où le cycle s'est terminé, 9 mois pour la naissance d'une pisseuse. Au début, il y avait quelques tâtonnements, la recherche de toutes les pisseuses dans l'histoire de l'art, on reviendra dessus tout à l'heure, depuis Rembrandt, en passant par Picasso jusqu'à Janneke Pis, donc une sœur jumelle du mannequin de Pis de Bruxelles, une encre de Marlène Dumas et une peinture d'Anne van der Linden et une sculpture fontaine d'Elsa Sahal à Nantes. Ma liste de références commence de fait par des œuvres d'artistes hommes. Ils regardent une femme dans cette pose un peu déshonorante, souvent comme un objet de désir, une transgression voluptueuse. C'est un regard extérieur, un voyeurisme plus ou moins chargé d'érotisme, contrairement aux œuvres d'artistes femmes. Dans l'interprétation de ces dernières, le regard se renverse. On y ressent une expérience inhérente, authentique, physique, banale, drôle ou honteuse. Car chercher de temps en temps des toilettes dans la précipitation à des endroits peu probables, surtout dans la ville, mais pas uniquement, fait partie du sort de la femme moderne. Donc là, je continue, je retranscris vraiment toute la réflexion de Teresa Lockman. Je savais que la scène serait située au bord d'un champ, plus spécifiquement un champ de maïs. On regarde depuis la chaussée comme si on s'était arrêté au bord de la route, mais cette route se trouve hors champ. Le maïs y joue un rôle à part entière, le rôle d'un personnage dans une narration ou quasiment le rôle d'une foule d'êtres vivants. Je commence par les dessins, des études d'après des photos prises sur le vif, un beau jour d'automne dans un champ de maïs en Normandie. Je me renseigne sur la morphologie de la plante et je découvre la forme étonnante de ses racines. Sortant du sol, elle ressemble à des dizaines de petits doigts grippant la terre. Je dessine des plants de maïs organisés en rang par une main humaine, tels les soldats d'un régiment. Cette plante, tellement exploitée par l'agriculture industrialisée, porte dans son apparence des qualités presque anthropomorphes. De taille humaine, elle déploie ses nombreux bras vers le ciel et vers ses voisins, et elle cache un membre précieux dans un étui de feuilles longues. Ces bribes de narration donc composent l'univers naissant autour de la pisseuse, elles se sédimentent et forment des couches et des strates parallèles au fur et à mesure du processus de création. La figure de la pisseuse est une forme d'autoportrait en situation, elle porte aussi en elle des références préexistantes. Depuis le début, j'ai pensé à la peinture d'Andrew Waite, Christina's World, une composition surréelle dans laquelle une vaste étendue d'herbes sèches forme un univers autour de la jeune femme, tournée vers l'horizon, paralysée, noyée dans le champ. Plus tard apparaît un clin d'œil à Jérôme Bosch et à son dessin intitulé « Le champ a des yeux, la forêt a des oreilles ».
En effet, les touffes d'herbes vertes que j'ajoute à mon œuvre ont des yeux et apportent ainsi un côté voyeuriste dans la composition. Le travail sur la toile commence par une teinture partielle du tissu et durant cette opération, j'apprends de façon inattendue qu'il était d'usage, dans les temps avant l'industrialisation, de fixer les teintures des tissus avec de l'urine humaine ou animale. Donc je suis tentée par l'idée d'appliquer cette technique sur mon tableau, mais ne sachant pas comment va réagir la teinture de fabrication contemporaine et préoccupée par le côté pictural et les possibles mauvaises odeurs à l'atelier, j'abandonne finalement l'idée. De mon côté, j'enduis par endroits ma toile à la paraffine fondue, procédé que j'utilise et perfectionne depuis plusieurs années. Ensuite, je commence à y déposer les empreintes des plants de maïs gravés dans le bois. Je veux construire ma composition comme on construit des maisons dans un bidonville, à partir de planches en contreplaqué multiformes, se soutenant les unes les autres de manière fraternelle et organique. Je veux que ma peinture devienne un habitat pour les existences fantomatiques, fragiles, violentes, imprévisibles. Je veux traiter la gravure comme de la peinture. Les empreintes couvrent la surface en laissant des espaces lacunaires. Je veux donner l'impression d'une vibration légère mais omniprésente. Pour revenir au sujet, cette fille accroupie au bord de la route et du champ, j'apprends un jour lors d'un voyage qu'il s'agit dans certaines cultures de la position d'accouchement, une position considérée comme confortable par la mère et l'enfant, la pesanteur aidant beaucoup plus que la position classique couchée sur le dos. La mère est donc ainsi active et quasi indépendante à la différence de l'accouchement pratiqué couramment dans les sociétés occidentales. Voilà. La posture de la pisseuse est aussi une excellente position pour la réflexion. Regarder le champ ou le hors-champ, c'est un moment d'un temps suspendu, un moment nécessaire autant pour le corps que pour l'esprit. Le visage détourné, invisible pour le spectateur, la pisseuse est surtout une observatrice de la nature. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'avais très envie de faire ce cycle de gravure, peinture et empreinte, arrêté au bord de la route. On a parfois très envie, on n'y peut rien. Donc voilà, tout ça c'est la présentation dans le catalogue par Theresa Lockman de son travail de préparatif à cette pisseuse, quoi. Oui, alors si je peux me permettre brutalement d'intervenir dans ce blabla, voilà, on est en pleine, comment dirais-je, dérive d'art contemporain, c'est-à-dire qu'on enrobe une création d'un tas de falbalas écrits qui n'ont pas vraiment un intérêt immédiat pour le spectateur, parce que quand on va dans une galerie, quand on recherche des œuvres pour les regarder, etc., les contempler, on établit un dialogue perso avec ce qu'on a en face de nous, et on n'a pas besoin, je crois en tout cas, moi j'ai pas besoin qu'on me raconte toutes ces histoires pour apprécier ou ne pas apprécier l'œuvre. L'œuvre pour moi c'est sensible, c'est une émotion, j'ai une émotion à la regardant, j'en ai pas, et c'est pas un texte comme ça qui va me conforter dans mon approche d'une œuvre, ou voilà, ou mon intérêt pour une œuvre. Non, je suis pas vraiment, je suis un peu déçu d'ailleurs parce que d'apprendre qu'elle ait écrit comme ça sur son travail, mais en même temps pas surpris puisque c'est tous les artistes aujourd'hui qui barbouillent, qui gribouillent, etc. Ils ont des discours interminables sur le pourquoi, le comment, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les inspire, etc. Et je trouve que c'est vraiment superfétatoire et que ça n'a aucun intérêt, enfin pour moi. Ouais. Moi je pense que si on avait vu Theresa dans la galerie, qu'on l'avait interviewée, elle nous aurait effectivement raconté un peu ce parcours. Ouais. Voilà. Après, alors donc sur ce catalogue en ligne, on voit les photos qu'elle a prises de ses champs de maïs, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que la première impression, c'est l'émotion, et quand on arrive devant la galerie Kaléidoscope, on voit son travail, la galerie est assez grande, elle est très lumineuse, magnifique. Et on voit tous ces bois et ces estampes un peu sur toile même, et on est complètement séduit par ce travail, quoi. Donc c'est la première approche, effectivement, une rencontre artistique forte, quoi. Oui, oui, une rencontre émotionnelle, surtout, parce que même quand on est sorti, tu t'es retourné, tu t'es dit quand même, regarde si c'est beau. C'est vrai que c'était lumineux, c'était prestigieux, on avait l'impression vraiment d'entrer dans un monde un peu magique.
même très, tout à fait magique, c'est pas un peu, c'est vraiment d'entrer dans une sorte de magie, de fantasmagorie, de forme, de couleur, de... Voilà, ça suffit, pas besoin d'en rajouter. Ouais. Après, effectivement, pourquoi faire une pisseuse? Ça peut aussi être un questionnement. Enfin, qu'est-ce qui d'un coup fait qu'on a envie de se représenter en train de faire pipi dans un champ de maïs, quoi? Oui, sauf que là encore, je suis pas tout à fait en accord avec ce travail. Je parle pas de la technique artistique ou de l'émotion qu'elle véhicule, etc. Mais toutes les pisseuses que j'ai vues jusqu'à présent, c'est les pisseuses qui faisaient pipi. On les voyait faire pipi. Or, la pisseuse de Teresa ne fait pas pipi. Alors, quel intérêt de faire une pisseuse qui ne fait pas pipi? Disons qu'on ne voit pas son... On ne voit pas le jet d'urine comme dans toutes les autres. Voilà. Depuis Rembrandt, que je trouve magnifique, cette pointe sèche, voilà, c'est quelque chose de... Mais c'est Rembrandt, voilà. Et ben Rembrandt, on la voit d'ailleurs de face, on voit son vagin et on voit le jet qui sort de son vagin. Voilà. Je trouve pas ça du tout déshonorant, je trouve pas ça du tout sordide, je trouve que c'est magnifique. C'est la vie. Dans la vie, on fait pipi, on fait caca, et voilà, c'est pas honteux, je veux dire. Là, il y a comme une réticence, comme une retenue que je comprends moins d'une jeune femme d'aujourd'hui. Voilà, parce qu'on a dépassé un petit peu quand même les réserves du 19e siècle, les trucs de pudibonderie et de curton. On est plus naturel aujourd'hui. On est plus naturel, sauf que quand on est une femme et qu'on fait pipi accroupi, on doit quand même chercher un endroit pour se cacher parce qu'on montre, on se dénude et que ça reste quand même quelque chose qui ne va pas être aussi facile que pour un homme. Donc toute cette recherche de... non mais c'est important. Non mais là c'est la représentation plastique, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois bien. Après, là, c'est vrai que son travail, on va en parler là dans la deuxième partie, son travail est absolument magnifique. Enfin, ce qu'elle en a fait est absolument fabuleux. Et son processus intellectuel, sa démarche, effectivement, on peut ne pas être d'accord sur vous trouvez ça trop long, ou pourquoi pas. Enfin, non, mais moi, tu sais bien que tous ces blablas d'artistes, là, ça me passe à 12 km au-dessus de la tête. Voilà, mais parce que je reste convaincue qu'effectivement, si on l'avait rencontré, moi je lui aurais posé la question qu'est-ce qui t'a amené à représenter une pisseuse, et elle aurait raconté tout ce processus, enfin, toute cette démarche intellectuelle, j'imagine. Oui, mais ça aurait pas été plus intéressant que par écrit, hein, je crois pas. Non, c'est pas qu'elle se rassure, hein, j'ai rien contre elle du tout. Je trouve son travail magnifique, mais je trouve que la manière dont elle l'explique est un petit peu en dessous de son travail. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Je préfère vraiment la démarche de Rembrandt, qui n'a pas peur de montrer, voilà, même si je comprends la pudeur, etc. Mais si c'est un artiste, quelqu'un qui fait une création sur la pisseuse, comme tous les autres qu'on a vus depuis, voilà, eh ben, je vois pas, il n'y a rien de pudique là. Mais sauf que la pisseuse de Rembrandt, si tu regardes bien, elle est devant un arbre, donc elle ne montre pas ses fesses, et elle regarde si personne ne la voit. Elle surveille quand même qu'elle ne soit pas mais moi, à la je parle pas si tu veux, je parle pas de ce que la pisseuse peut penser, ou de ses sentiments, etc. Je parle de la réalisation graphique ou picturale. Mais là, je pense qu'on est aussi dans, justement, parce qu'après, elle en tire cette idée de hors-champ, c'est-à-dire que en train de faire pipi, vers quoi elle va, qu'est-ce qu'elle regarde, vers quoi s'évade-t-elle, enfin, il y a ça aussi dans sa démarche par rapport à ce maïs, parce qu'on verra dans l'expo qu'elle représente énormément tous ces maïs, quoi. J'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Suzanne Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras
étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité. Dans ma vie, j'aurais beaucoup moins d'embrouilles si aussi j'avais des couilles. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50 € le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau, alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille pour refaire sa vie avec une jeune bimbo. C'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de collants filés, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec qui pète comme une fille, je suis les deux à la fois. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'irais plutôt me taper des putes à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Oh, si j'étais un homme, si seulement je pouvais pisser debout, pisser debout. J'aimerais tellement pisser debout, pisser debout. Pisser debout, une chanson de Gidré. Oui, une nana, en tout cas une chanteuse qu'on peut avoir quelque intérêt à mieux connaître, parce qu'elle dit les choses au moins elle sans comment on peut dire, sans faire trop attention à ce que ça va, à l'écoute que des gens pourraient défaillir en l'écoutant ou je sais pas quoi. Enfin, bon, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette galerie? On a vu quand même de très belles choses. Donc, oui, au moins ça c'est... Il y a ces bois qui sont exposés et qui sont à vendre aussi, au même titre que des estampes d'ailleurs. Donc il y a un bois qui en première... Ce sont des matrices en fait. Qui est au fond de la galerie, qui fait à peu près 1 mètre sur 1 mètre, où on la voit justement en train accroupie avec le maïs. Et tout est dans des tons jaune, vert. Il y a un camailleux qui est vraiment très esthétique et une force quand même de boulot, parce que c'est de la gravure sur bois. Et là, elle expliquait aussi que pour la première fois, elle avait utilisé une affleureuse. Une affleureuse, donc c'est un outil qui permet de faire un trait un peu plus rond, un peu plus gros, quoi. Une affleureuse, tiens, je regarde ce que c'est. Une affleureuse, ouais. C'est pareil, elle écrit ça un peu quand elle parle de son travail. Et j'en ai parlé avec Marie Degnaud, qui nous a montré à quel endroit c'était utilisé quand il y avait des courbes un peu épaisses comme ça et très noires, quoi. Voilà. Sinon, je crois qu'elle travaille toujours avec ses presses magiques, là, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, ces presses, oui, et qui sont des tout petits trucs de rien du tout, mais elle travaille sur du 70 grammes. Du papier japonais, ou je pense que c'est du japonais, ou du chinois, peu importe, de 70 grammes, voilà.
Oui, parce que c'est des presses qui sont toutes petites, on peut mettre des poids dessus, mais bon, c'est quand même assez extraordinaire ce matériel, parce que ça permet d'éviter d'avoir une grande presse, des trucs d'aimants qui coûtent une fortune, etc., etc. Puis là, on peut la trimballer, on la met dans un sac à dos et c'est bon, quoi, voilà. Non, c'est un travail magnifique, de toute façon, c'est pas la question de... Et en même temps, on se demande si elle n'a pas quand même en elle un besoin de sculpter, quoi. S'il n'y a pas en elle quelque chose d'un sculpteur, de ronde-bosse, etc. Parce que d'avoir mis debout ces matrices là sur une planche, on a eu une discussion un petit peu avec ma camarade là, sur ce sujet. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Je trouve que ces matrices, elles auraient été mieux au mur que comme ça, mais Teresa, j'ai l'impression qu'elle a quelque chose quand même d'un sculpteur. Voilà. Elle aime bien le volume et les choses. Elle isole, si vous voulez, ses matrices comme ça, les met au sol, debout. Pourquoi pas? Mais bon, c'est pas vraiment. Ça n'ajoute ni n'enlève rien à son travail. C'est simplement une manière à elle de les mettre comment on peut dire, en relief, pas en relief. Ouais, c'est les matrices en fait d'épis de maïs, et quand elle parle de soldats, en fait d'ailleurs je crois qu'elle les appelle des soldats, parce qu'il y a 4 épis de maïs comme ça, qui font quoi, qui font à peu près un mètre de hauteur, quoi, qui sont fixés sur une planche de bois, quoi. Oui, une planche de bois. Oui. Non, c'est quand même, on connaît pas, nous on commence quand même à connaître un peu ce milieu de la gravure, on n'a jamais vu de matrice de cet ordre, quoi. Et c'est pareil, il y avait une porte, comme un volet en bois qui était gravé, et donc Marie nous expliquait que c'était elle qui lui avait offert, c'était des panneaux de bois d'une vieille maison, d'un château, même. Non, parce que son père était menuisier, et il lui avait donné. Oui, c'était une espèce de porte, de placard, voilà, du 18e, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est donc en 3 parties. Que Teresa a investi, et d'une belle manière d'ailleurs. C'est très beau ce qu'elle a fait, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle n'a pas hésité à attaquer la pièce avec sa gravure, parce que c'est de la gravure, encore une fois. C'est une matrice en quelque sorte, elle pourrait très bien, avec le papier de 70 grammes, si vous voulez, l'impressionner, quoi, le papier, d'après cette espèce de porte de placard, quoi. Voilà. Et donc il y a aussi un thème bien, un bois qui représente un épi de maïs là, à l'horizontale. Tu sais que tu avais beaucoup ce bois-là. Qui était en bas d'un mur d'expo, là, qui était accroché. Oui, j'aime beaucoup. Non, ça, je dois dire que ces matrices, c'est vraiment des objets d'art, quoi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour moi, c'est plus intéressant ces matrices que ces estampes. Voilà. Je trouve que les matrices, il y a une espèce de force dedans, une espèce de chose. Puis elles sont en couleur, puisque elle a laissé des traces de couleur de l'impression dessus, des encres, et c'est absolument éblouissant, quoi. Il n'y a aucun doute que c'est plus. Si vous voulez, il y a dans cette expo des grands formats. Il y en a un qui va faire 3 ou 4 mètres. Un triptyque, là, qui prend carrément tout un mur de la galerie, pratiquement. Là. Ouais. De l'extérieur, j'ai dit, ça donne à la galerie une chose assez prestigieuse. Mais moi, je dois dire que je suis plus sensible à encore une fois, bon, je radote, à ces matrices, qui pour moi sont... Enfin, c'est la naissance d'une estampe. Sans la matrice, il n'y a pas d'estampe. Hein. On le sait. Bon, mais elles sont tellement belles, ces matrices, tellement belles. Voilà, ce sont des sculptures, ni plus, ni moins. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est, il faut relever ça quand même, c'est que dans l'histoire de la gravure, ce sont les bijoutiers italiens qui faisaient des bijoux, qui gravaient dans des plaques voilà, et c'est de là qu'est partie l'estampe, parce que voilà, en les coloriant,
en mettant une feuille de papier dessus, ils arrivaient à faire des estampes, voilà. Ça part de là, l'estampe, la gravure, etc. Ça vient des bijoutiers italiens du Quattrocento. Qu'est-ce qui ne vient pas du Quattrocento? Ouais. Et donc, il y a ce triptyque qui est magnifique, en papier, qu'elle a mis dans des barres de bois un petit peu, qu'elle a coincé. C'est la galériste. Oui, parce que sinon c'est un peu trop, c'était trop léger, quoi. Sinon ça flottait un peu trop. Parce que cette galériste, comment elle s'appelle? Marie Degnaud. Marie Degnaud, elle participe vraiment à l'accrochage. Je sais pas, elle prête pas juste ses murs comme ça à un artiste pour qui colle ses nanars dessus. Non, elle participe vraiment. Elle donne son avis, elle met la main à la pâte, quoi. C'est vraiment une galériste comme pouvait être Vollard ou des gens comme ça, quoi. Il y en a presque plus, hein, des galéristes comme ça, je pense pas. Mais bon, elle est comme ça, et puis si gentille, si modeste, voilà. Vraiment, c'est un ange. Ange. Elles ont vraiment travaillé de concert sur le catalogue, sur l'exposition. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un attachement mutuel, quoi, une envie de travailler et d'avancer ensemble pour un résultat. Vraiment intime, quoi, c'est aucun doute. Ouais. Et donc il y a aussi, moi au début on se demandait ce que c'était, c'est sur toile, donc c'est là qu'elle utilise justement cette technique de paraffine et de cire, quoi. Oui, mais ça, si tu veux, la cuisine, on appelle ça dans le métier, dans le jargon, la cuisine, moi ça m'intéresse pas beaucoup, quoi. Non, mais c'est parce qu'on se posait la question de savoir si c'était de l'estampe ou pas de l'estampe, en fait. Non, mais quand tu vois, quand on a regardé l'expo sur les grenouilles, les fables de La Fontaine, etc. Oui, de Moreau, là. De Moreau. Quand on voit Moreau qui fait une gravure, d'une fable de La Fontaine, quand on voit tout ce qu'il fout dans sa gravure, il intervient au crayon, il intervient à la gouache, il intervient à l'aquarelle, etc., etc. Ce qui à la fin fait une gravure d'une richesse invraisemblable, mais c'est pas de la gravure pure, c'est pas comme quand comment dirais-je, Rembrandt, pour revenir à lui, fait sa pisseuse. Là, c'est une gravure pure, et il rajoute rien d'autre que sa matrice et puis son impression, son estampe. Parce que, par exemple, Moreau, lui, c'est la grosse cuisine sur des tout petits formats de gravure. Et puis, je pense que Teresa, c'est un petit peu aussi, elle est un petit peu dans cet exercice, voilà, d'ajouter, de bidouiller, mais dans c'est pas un terme pour reprocher quoi que ce soit à Teresa, mais il y a une forme de cuisine, oui, c'est ça, qui lui permet d'arriver à des résultats qu'elle aime, parce que c'est elle qui est d'abord qui crée, donc c'est elle qui aime ou qui aime pas, voilà, elle poursuit un but et elle prend les moyens pour y arriver, voilà, pourquoi pas. Je suis pour les choses plus simples. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour amuser les papillons. Je fais pipi sur le gazon pour embêter les coccinelles. Je fais pipi sur le gazon pour amuser les papillons. Pipi, gazon, papillon, coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon. Pour embêter les coccinelles, je fais pipi sur le gazon. Pour amuser les papillons, je fais pipi sur le gazon. Pour embêter les coccinelles, je fais pipi sur le gazon. Pour amuser les papillons. Pipi, gazon, papillon, coccinelle. Pipi, gazon, coccinelle, papillon. Donc c'était pipi sur le gazon. On va poursuivre sur cette exposition consacrée aux estampes de Teresa Lockman, voilà, pour dire qu'elle ne s'offusque pas, en tout cas,
de mes propos, ou pas du tout, parce que d'abord je pense que j'ai le droit de dire ce que je veux sur qui je veux, et voilà, je suis pas là pour, si vous voulez, pour faire du genre distingué, d'une soirée distinguée, non. On a le droit de donner son avis sur les choses, même si on se trompe, hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des grosses bêtises, pour pas dire des grosses conneries, mais bon. Mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que quand on est sorti de cette exposition, personnellement j'étais un petit peu groggy, puisque ça me fait toujours ça me donne toujours un petit peu ce coup de pompe quand je suis confronté à des œuvres qui sont, de mon point de vue, assez importantes, hein, qui comptent, en tout cas dans l'histoire contemporaine de l'art, voilà. Et là, on peut dire que le travail de Teresa Lockman, il compte dans l'histoire contemporaine de l'art, et que cette galériste, Marie Degnaud, comme m'a rappelé ma camarade, qui expose par ailleurs d'autres pointures, hein, on doit dire, elle n'est pas handicapée pour ça, eh bien, elle prend un peu la suite des gens comme Thérèse Franco, ou sa fille, Dominique Paula d'Ardouin, voilà, en exposant, en montrant au public des artistes qui sont quasiment inconnus du grand public. Alors, et donc on voulait revenir du coup sur ces autres figures de pisseuses, parce que moi c'est vrai que là je ne connaissais pas donc toutes ces femmes qui ont été représentées en train de faire pipi dans l'art. Alors c'est dommage parce que y a un livre qui a été écrit par Jean-Claude Lebenstein qui s'appelle Figures pissantes entre 1280 et 2014. Bon, du coup, entre 1280 voilà, et 2014, donc moi je me suis... Ah non, il faut absolument que tu le trouves. Je vais le chercher en bibliothèque, mais là j'ai pas eu le temps de me le procurer, donc il y a 168 pages, il y a plein d'illustrations, donc je pense que ça... Bon, c'est aussi bien homme que femme, mais je pense que c'est intéressant de faire la découverte justement de tous ces gens qui ont été représentés en train de faire pipi. Elle, Teresa, donc a cité Rembrandt, on en a un petit peu parlé, hein, cette eau-forte de Rembrandt. Il y a la pisseuse de Picasso. Donc je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, qui elle est vue de face justement, ou alors là, voilà, on voit son sexe, on voit la urine, enfin... Pratiquement toutes les pisseuses qu'on a regardées, enfin on n'a pas pu regarder énormément, mais elles font vraiment pipi, voilà. Et des gens comme Picasso, c'est pas étonnant, parce que Picasso c'était la provoque, lui, les femmes, bon, il avait un rapport assez particulier aux femmes, peut-être pas ce qu'il y a de mieux, enfin bon, on n'est pas là pour le juger. Et bien voilà, il y a Picasso, il y a Gauguin aussi, mais il y a toujours si vous voulez, des mictions, c'est pas un petit filet maigrelet, hein, c'est toujours plof plof. Ouais, ça y va alors, Gauguin c'est à Tahiti, alors le tableau en fait là, la pisseuse est vraiment sur la partie gauche du tableau, mais c'est elle qui prend quand même en volume, en taille, c'est elle qui a toute la place quoi. Ouais. Après c'est plutôt un paysage, je crois que cette scène est censée se passer le matin quand voilà, c'est la délivrance du matin après la nuit. Souvent dans ces paysages t'as un point focal et puis le reste c'est du décor. Ouais. Voilà. Et donc il y a aussi donc une pisseuse, c'est Anne van der Linden qu'on avait déjà interviewée il y a longtemps, et elle qui n'hésite pas. Alors elle c'est de l'huile, mais c'est pareil, c'est du gros trait, c'est du. C'est exactement l'opposé. Complètement. De Teresa. De Teresa, voilà. Autant Teresa semble un peu pudique, autant notre camarade van der Linden, alors elle a aucun complexe, et même j'ai même essayé d'intéresser des collectionneurs à son travail, et je veux dire que ça n'a pas marché du tout. Ouais, ils sont horrifiés. Oui, parce que là c'est des femmes, mais c'est plutôt souvent même des sexes masculins qui prennent toute la place. Enfin, bon, c'est quand même. Voilà. Elle là, ce qu'elle a représenté, c'est une femme qui, je pense, est d'origine africaine ou africaine, même parce qu'elle semble avoir des locks, des tresses en tout cas, et donc elle est accroupie en train de faire pipi sur, j'ai l'impression, sur des fourmis, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un tableau de 2003. Ah mais les fourmis. Et donc il y a aussi une encre et une peinture. Donc c'est Marlène Dumas, quelqu'un que nous on connaît pas du tout, qui fait. C'est une dame qui fait pipi dans une robe, mais voilà, c'est Marie Degnaud expliquait qu'en fait, quand Teresa parlait de son travail, en fait, ceux qui avaient eu vent d'œuvres d'œuvres qui existaient au préalable, justement, lui avaient signalé quoi. Oui, non, mais et je pense que c'est pas du tout
comment dirais-je, connoté et forcément érotique ou toutes ces choses-là. C'est tellement naturel, je sais pas, moi je vois pas. Ouais, il y a toujours des vicelards, des gens un peu dérangés qui vont transformer ça en espèce de choses pornographiques ou voilà. Mais pour moi, non, c'est une manifestation de la nature, tout simplement. C'est vraiment accepté dans les campagnes. Et d'ailleurs, les paysannes aussi, dans les champs, font pipi. Voilà. Sauf qu'avant, les paysannes n'enlevaient pas leurs jupes, elles faisaient pipi, elles avaient des jupes larges. Ouais. Et que moi, je reste à maintenir qu'aujourd'hui, montrer ses fesses dans la nature pour faire pipi reste quand même quelque chose qui n'est pas évident. Voilà, parce que si on n'est pas tout seul, ça reste... Je veux bien comprendre, moi je suis un garçon, donc j'ai du mal à évaluer l'importance de la chose, parce que bon... Non, mais se saisir de ce thème de la pisseuse, qu'on peut évidemment élargir aux hommes, etc., aux animaux, parce que c'est quand même une fonction corporelle un petit peu vitale pour toute l'humanité. Les gens qui sont empêchés de faire pipi peuvent en crever, hein. Donc voilà, c'est très intéressant que les artistes s'emparent, ils s'en sont emparés d'ailleurs, comme le dit ma camarade, du XIIIe siècle jusqu'à maintenant. Voilà, ça a été des thèmes de dessin, de gravure, etc. Voilà, et je vois pas, enfin, vraiment, je vois pas du tout ce qu'il y a de dérangeant dans le fait de présenter quelqu'un qui fait pipi. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de tellement naturel. Le matin quand que j'ai cassé la croûte, j'pouille ma blouche, j'prends mon otesio et mon bézoué, et puis en route, j'm'en vais comme un pauvre satesio, entraînant ma vieille patte kirchigne, à force d'aller par mon parvio, j'm'en vais bêcher mon quartier de vigne, qui est à côté du champ de Navio. Et là-bas, tandis que je m'esquinte à racler l'herbe autour des sas, que je sue, que je souffre, que j'aille, que je quinte, pour gagner le bout de pain que je n'ai pas. Je vois souvent passer dans la semaine des tas de gens qui braillent comme des vieux. C'est un pauvre bougre que l'on emmène pour l'enterrer dans le champ de Navio. J'en ai-tu vu depuis le temps que je pioche, j'en ai-tu vu de ces enterrements. J'ai vu passer c'ti du petit mioche et c'ti du pauvre de 80 ans. J'ai vu passer c'ti de la pauvre fille et c'ti des pogs au bourgeoisio et c'ti des ceux toute ma famille qui dort master dans le champ de Navio. À présent le paysan, comme elle riche tout coup, mais le pauvre paysan, on les a mis à plat sous le friche, c'est plus que du fumier, à présent du bon fumier qu'engraisse ma terre et rend meilleur le vin nouvio. Voilà ce que c'est que d'être propriétaire d'une vigne en compte, elle champ de Navio. Après tout, faut pas tant que je blague, ça m'arrivera et tout ça. La vie c'est un arbre qu'on élague, et je serai la branche que la mort coupera. Je passerai un biosphère calme et digne, tandis que chanteront les petits moignons. Et quand on me trouvera dans ma vie, on m'emportera dans le champ de Navio. Je passerai un biosphère calme et digne, tandis que chanteront les petits moignons. Et quand on me trouvera dans ma vigne, on m'emportera dans le champ de Navio.
Voilà, c'était le chant de Navio, interprété par Gérard Piron et un texte de Gaston Coutet. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois, 100 voix, 100 courbettes, l'émission à racaille, qui se termine gentiment avec les expos, dont celle consacrée à Teresa Lockman à la galerie Kaléidoscope, dont on vient d'évoquer avec vous notre visite à cette expo. Signac collectionneur à Orsay, au musée Zetkin, l'arme primitive jusqu'au 27 février. Dépêchez-vous, c'est bientôt. C'est dans 12 jours. Julie Manet à Marmottan jusqu'au 20 mars, un peu plus de temps. Visage du monde ouvrier à la Galerie Lumière des Roses à Montreuil, une expo fabuleuse de photos d'ouvriers, de fabriques, etc. Les Fables de la Fontaine, des aquarelles de Gustave Moreau, dans son petit musée, enfin son petit musée atelier, rue de la Rochefoucauld. Le Motif, musée de la Fondation Custodia, où nous sommes allés, dont nous avons rendu compte, ainsi que l'exposition consacrée à Doncker. À Charles Doncker. À Charles Doncker, voilà. Aussi. Au sous-sol. Au sous-sol, magnifique exposition. Alice Amoroso, dont nous allons visiter l'exposition demain. Fragments et variations du 10 février au 5 mars. Alors demain, non, qu'on va aller visiter le 15 février. Oui. Non, le 15 février. Voilà. Le Motif, Alice Amoroso et variations du 10 février au 5 mars. Voilà, pour Alice. Le Bûcher des Vanités, 100 rue de Charenton jusqu'au 26 février. Voilà, alors moi je me suis rendue à cette exposition, mais peut-être j'en parlerai peut-être plus longuement la semaine prochaine. Ouais, en fait. Avec Alice. Voilà, en parlant avec Alice, ouais, parce que c'était quand même une exposition sympa qui avec 4 artistes, donc j'en parlerai un tout petit peu plus longuement. De même que je suis allée voir une exposition à la galerie Terre d'Aligue, donc c'est de la céramique, c'est rue de Prague, c'est une très belle galerie. Et c'est un projet de céramistes qui vont récupérer des terres en Ardèche et qui font leurs émaux à partir des terres récupérées, donc qui les récupèrent, qui en font de la poudre et après qui la travaillent comme des émaux, donc d'une manière complètement en accord du coup avec la nature sans avoir recours à des émaux chimiques. Voilà. Donc c'est une belle exposition, l'occasion de découvrir une galeriste adorable qui a un très beau lieu. Et avec une bibliothèque qui fait aussi librairie et donc un tas d'ouvrages sur la céramique, mais aussi sur plein d'artistes. D'accord. Bien. Alors, nous avons vu un film toutes les deux, le 4e épisode de Tuer toutes ces brutes. Et Exterminer toutes ces brutes. Non, Exterminer toutes ces brutes. Voilà, donc le documentaire de Raoul Peck. Voilà, on a notre dose, on est content, on en peut plus. Voilà, donc à regarder avec du courage et du temps parce que ça nous laisse quand même il y a une certaine quand même désespérance sur ces massacres. Une désespérance sur l'humanité. Enfin, l'humanité, c'est vraiment la pourriture. Hein. Voilà. Et une lecture pour ma pomme, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais j'ai fini le bouquin de Telet, Azincourt, et je veux dire que, bon, c'est au-delà de l'écœurement, des vomis et tout, voilà, bon, c'est... Telet, on peut dire que c'est quelqu'un qui fait pas dans la dentelle, mais en même temps, avec cette monstrueuse défaite d'Azincourt, où 10 000 gentilshommes français se sont fait massacrer sans pouvoir même bouger leur épée. Je veux dire qu'on a un peu cette impression quand on regarde le frétillement des politiques en ce moment. Voilà. Bref. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station de Rapin 100 fois 100 lois et 100 courbettes, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet à racaille.fr. Salut nos amants, Charlotte, on se peut sauter de ligne. Claude et André de la Nation, auquel on pense encore beaucoup et on y pensera longtemps aussi. C'est pas terrible. Karine, dites Karine, vous êtes la copine de Mathieu Marat-Pétiaïtou, une artiste dans un bled là, complètement loin de Paris. Comment ça s'appelle? Montigny-les-Boudins, ouais. Claude et William, nos potes de Brest, qui nous ont écrit, c'est gentil, Claude et William. C'est sympa, mais non, il n'y avait pas de reproche sur la province, Claude et William. On vous aime, on est super content de vous lire, quoi. On serait vraiment des cons si on vous critiquait
Jean-Paul Souvraz, un peintre, un magnifique peintre, un grand peintre de Coudekerbranche dans la banlieue de Dunkerque, voilà, qui expose parfois, enfin c'est là qu'on l'a découvert à la galerie du Rat-Mort à Ostende, de notre camarade Roland de Volder, un grand peintre et un grand sculpteur. Claudine, la copine de ma camarade Piqueco, qui fait dans l'art aussi, qui a une bibliothèque artistique, paraît-il, fabuleuse. Corinne, une tapissière qui fait des choses merveilleuses et qu'on aime beaucoup. Joël, Anne-Emmanuel et Fredo, une petite bande qui sont aussi des potes à Corinne. Alors, comment dirais-je, Joël, c'est l'Arlésienne du Caire, Emmanuel, c'est une graphiste, et Frédéric, qui est lillois et qui peint des petites choses magnifiques. Juliette Planck, une graveuse émérite, en relégation à Rochefort-sur-Mer, qu'on aime beaucoup son travail. Et que grâce à elle, Araka, il va peut-être diffuser dans tout son patelin. À Rochefort-sur-Mer. Et ben, tu sais que Juliette, que mon papa, pendant la guerre, comme il était déserteur, il avait trouvé un boulot chez un marailleur de Rochefort-sur-Mer. Voilà. C'est peut-être là que j'ai été fabriqué d'ailleurs. Bon. Oui, papa était déserteur parce qu'il était dans l'infanterie de marine. Et quand il a vu dans la caserne de Rochefort-sur-Mer les insignes de toute l'armée allemande, il s'est dit, il n'y a pas Bono. Et il en a profité pour se tirer. C'est-à-dire que pendant toute la guerre, il a été poursuivi par les Vichysois, par les gestapistes, etc., etc. Mais enfin, il était bien protégé. Marie-Christine Béguet, une graveuse émérite aussi, qui est en relégation. Non, elle n'est pas en relégation, elle est en errance. En Cévennes, après avoir habité un moment dans le Gard, voilà. Elle cherche une petite maison, mais elle va trouver, Marie-Christine, on pense très forte, ouais. Et à ton magnifique travail de gravure. Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, que ma camarade a vu il n'y a pas longtemps. Là. Bon. Clément, on l'aime, hein. C'est le Van Gogh de la gravure, de la taille d'épargne. Agnès Dubar, une graveuse aussi en taille d'épargne, et puis je crois qu'elle fricote aussi un petit peu avec la pointe sèche en ce moment. Thierry Morciot, un graveur émérite bruxellois qu'on adore. Alice Amoroso, la petite Alice, une très jeune graveuse, qu'on va aller voir demain, enfin son travail en tout cas. Raoul aussi, un jeune graveur en taille d'épargne, voilà, beau boulot. Colette, Jacqueline et Nicole, trois femmes d'artistes malheureusement aujourd'hui disparues, enfin, mais Colette par exemple, elle en tout cas s'occupe de l'œuvre de son mari, qu'elle essaye de faire exposer, etc., elle se bagarre. Quoi. Une énergie Colette, 85 ans, je crois, incroyable. Quoi. Oui, non, mais c'est un cas. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, voilà, qu'on adore, et on pense beaucoup à Bernard, le compagnon de Laurence, qui a disparu récemment, voilà. Geneviève, qui était bouquiniste, Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Michel Pellois, un peintre émérite aussi, voilà. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants qui méritent. Cécile, oui, Cécile, on la sent toujours, ta cinquième puissance et on t'aime. La Rousse flamboyante, qui est maintenant une blanche, bon, voilà, qui fait deux émissions sur une radio ONI, qu'on aime beaucoup, ces émissions elle-même aussi. Hein. José Arthur du Mélange, qui fait une émission musicale, mais haut niveau, le dimanche en fin d'après-midi, sur cette radio ONI. Anne-Isabelle Robaille, le peintre de Bourg-en-Marlotte, dont on a découvert l'œuvre chez Florence Quenu, qui tient une librairie à Bourg-en-Marlotte qui s'appelle L'Empreinte, une librairie où de temps en temps elle expose des artistes locaux, dont Isabelle Roubaille. Colette et Alain, des collectionneurs, mécènes, etc. Très gentils, très gentils. Dominique Paula Dardouin, une galériste malheureusement aujourd'hui disparue, mais dont on chérit le souvenir, et sa maman aussi, Thérèse Franco, qui était une grande galériste, qui est aussi disparue. Après sa fille, Marie-Pierre, une collectionneuse aussi,
qu'on aime beaucoup. On a déjeuné, un dîné chez elle il y a quelques temps, enfin chez elle au pluriel, parce qu'elle vit avec sa frangine, qui est une artiste magnifique, qui fait des montages en papier, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça. Papier mâché, mais délirant. Vraiment délirant. On a pu voir son petit cabinet de curiosité, là, c'est quand même quelque chose. Marie Dognaud, on vient de vous en parler, c'est cette galériste mythique qui anime la galerie Kaléidoscope et dont on est allé voir l'expo de Teresa. Antoine Monnery des Champignons, un pote à ma camarade Piquet-Coup, des musicos, quoi. Galerie Cœur-Lambedou, la galerie Carambedou à Bron-Marlotte, et Marie-Louise, une auditrice convaincue, une bonne auditrice en tout cas qui écoute nos émissions, et Anna, une peintre polonaise de génie qu'on aime beaucoup. J'ai d'ailleurs une œuvre d'elle qu'elle m'a gracieusement offerte. Voilà. Et maintenant, l'émission est à l'écoute sur nos blogs araclay.fr et une pause musicale pour se finir avec Faut vivre le Mélisbeth. Salut à tous. Salut les copains, salut les copines, salut tout le monde. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore, et qui parfois encore nous crise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler, et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage de nos terres et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.
faut vivre.